La Guinée équatoriale hausse le ton face au Royaume-Uni. Malabo exige la levée des sanctions imposées pour des faits de corruption contre le fils du président, Théodorine Obiang-Nguema. Au Soudan du Sud, c'est historique, une femme va présider pour la première fois le Parlement du pays. Djema Nounou Koumba est l'actuel secrétaire général en exercice du parti au pouvoir. Et puis en RDC, la mort d'un étudiant fait polémique. Il aurait été abattu par un policier qui lui intimait l'ordre de porter son masque. C'est ce que rapportent des témoins. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En bref et en images, au Bénin, l'ancienne première dame, Rosine Vieira Soglo, l'épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, est décédée ce dimanche à l'âge de 87 ans. Elle avait été admise il y a quelques jours dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires. Sa santé s'était donc améliorée avant de se dégrader. Elle a donc décidé, alors souhaité ce dimanche, de rentrer chez elle en matinée où elle s'est donc éteinte. Côté réaction, le Bénin perd un homme, une femme battante et combattante, a réagi le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbedjin. Nous gardons d'elle donc l'image d'une femme brave et exceptionnelle, a donc déclaré pour sa part le chef de l'État Patrice Talon dans la soirée, qui a donc présenté ses condoléances les plus attristées à la famille Soglo, une famille avec laquelle le président Patrice Talon tient pourtant des relations tendues. L'ancien président Boni Yayi, pour sa part, a donc précisé que c'est une femme intrépide et patriote qui a donc quitté les enfants du Bénin. L'ancien chef d'État salue notamment les combats de l'ancienne première dame et souhaite notamment que la jeunesse puisse évidemment poursuivre le combat qu'elle a donc entamé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Guinée équatoriale a exigé la levée des sanctions unilatérales et illégales. Ce sont ces propos imposés pour les faits de corruption par le Royaume-Uni contre le fils du président de ce pays de l'Afrique centrale. Il s'agit de Théodorine Obiang-Nguema. Détail. Théodorin Obiang-Nguema, vice-président de Guinée équatoriale et fils du président, a été sanctionné jeudi par Londres, notamment pour le détournement de fonds publics et des pots de vin, lui ayant permis de financer un train de vie somptueux. Il aurait consacré plus de 500 millions de dollars à l'acquisition de résidences de luxe à travers le monde, d'un jet privé, de voitures et d'objets de collection liés au chanteur Michael Jackson. Les sanctions sans fondement imposées par le gouvernement britannique trouvent leur justification dans les manipulations, les mensonges que promeuvent certaines organisations non gouvernementales contre la bonne image de la Guinée équatoriale, selon le communiqué des autorités qui évoque des sanctions unilatérales et illégales. Le vice-président n'a réalisé aucun investissement au Royaume-Uni, ont-elles poursuivi. Ces sanctions, qui prévoient un gel des avoirs et des interdictions d'entrée au Royaume-Uni, ont été prises dans le cadre d'un régime de sanctions anticorruption qui avait déjà permis de punir en avril 22 individus de 6 pays différents, dont la Russie. Les autorités équato-guinéennes rejettent des sanctions juridiquement infondées, exigent que celles-ci soient levées dans les plus brefs délais et perçoivent comme un geste inamical l'attitude du gouvernement britannique. Les mesures que nous avons prises aujourd'hui ciblent des individus qui se sont enrichis aux dépens de leurs citoyens, a déclaré jeudi le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, dans un communiqué. Le vice-président de Guinée équatoriale a été sanctionné notamment pour avoir détourné de l'argent public sur son compte en banque personnelle et pour avoir sollicité des pots de vin. La décision du Royaume-Uni de sanctionner Théodorin est une nouvelle bienvenue pour le peuple de Guinée équatoriale, a réagi dans un communiqué Tutu Alicante, directeur de l'ONG équato-guinéenne de défense des droits humains EG Justice, qui vit en exil. La secrétaire générale en exercice du parti au pouvoir au sud du Soudan, Djema Nounou Koumba, va devenir la première femme à présider le Parlement du pays. C'est ce qu'a annoncé le président de cet État, Salva Kiir. Le président Salva Kiir, également président du mouvement de libération du peuple soudanais, a annoncé vendredi après-midi la nomination de Djema Nounou Koumba à la tête d'un parlement récemment constitué.
Elle sera la prochaine présidente du Parlement, a déclaré le chef de l'État lors d'une assemblée générale du parti à Juba, la capitale. Née en 1966, Kumba a rejoint au début des années 90 les rebelles du SPLM dans la guerre civile qui les opposait à Khartoum. Elle a ensuite activement milité au sein du parti, puis a participé aux négociations de paix entre le SPLM et le gouvernement soudanais, alors dirigé par Omar el-Béchir. Après l'indépendance en 2011, Djema Nounou Kumba a occupé plusieurs postes officiels, dont celui de gouverneur de l'État d'Équatoria occidentale. En application d'un accord de paix signé en 2018 entre Salva Kiir et Riek Machar, aujourd'hui président et vice-président au sein d'un gouvernement d'union nationale, le Parlement a été dissous puis reconstitué en mai dernier, passant de 400 à 550 législateurs. En son sein, 332 députés ont été nommés par Salva Kiir, 128 par Riek Machar et 90 par les autres partis signataires. Kumba prend ainsi la tête d'une assemblée composée à près de 40% d'anciens membres du parti rebelle de Machar, le SPLM-IO. Le vice-président, qui n'a pas encore été nommé, sera également issu de ce parti. Salva Kiir a appelé la nouvelle présidente et les membres du SPLM à se concentrer sur l'application de l'accord de paix dont beaucoup d'aspects n'ont pas encore été mis en œuvre. En République démocratique du Congo, un étudiant a été abattu ce samedi à Kinshasa, la capitale, par un policier. Ce qui lui reprochait notamment de ne pas avoir porté son masque, c'est ce qu'indiquent notamment des témoins. La RD Congo est confrontée à une troisième vague liée au coronavirus. Notre camarade Honoré Chama, étudiant de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa, était en tournage d'une vidéo dans le cadre de travaux pratiques en comédie. Un policier lui a demandé de porter son masque pendant le tournage, a témoigné à l'AFP Patient Odia, son camarade présent lors de l'incident. Malgré ses explications et après avoir montré le masque, le policier, pris de colère parce qu'il attendait plutôt de recevoir de l'argent, l'a accusé de faire de la résistance et a tiré sur lui à bout portant, a-t-il ajouté. D'autres témoignages ont été également recueillis par la radio Top Congo, très suivie en RDC, ainsi que plusieurs médias en ligne. La police a arrêté 2 policiers présents pendant l'incident provoqué par leurs collègues policiers irresponsables en fuite, ainsi que le chef de poste de police de Bel-Air à Mongafula. Les recherches continuent pour retrouver le policier fugitif, a réagi auprès de l'AFP le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa. Le port de masque est obligatoire sous peine d'une amende de 10 000 francs congolais, soit $5. Mais à Kinshasa, les policiers sont régulièrement accusés de tracasserie et d'empocher l'argent des amendes sans délivrer de reçu. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la RDC a enregistré 47 786 cas et 1021 décès selon les statistiques des autorités sanitaires publiées vendredi. Depuis le 10 juillet, la vaccination est suspendue dans le pays, le stock du vaccin AstraZeneca disponible ayant dépassé sa date de péremption. Une offensive qui aura payé cette fois-ci pour les forces armées en RDC. Elles ont annoncé dimanche avoir libéré plus de 150 otages du groupe armé, les Forces démocratiques alliées, les ADF. C'était la semaine dernière dans le nord-est du pays. Après des offensives contre des ADF du 18 au 20 juillet dans les localités de Boga et Tchabi, dans le territoire d'Irumu en Ituri, l'armée a pu libérer plus de 150 civils, des femmes, des vieillards, des enfants et des jeunes, a déclaré Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Ce ne sont pas des combattants qui se seraient rendus. Ces civils en captivité étaient utilisés par des ADF comme des boucliers humains. Présentement, ils vaquent librement à leurs occupations, a expliqué l'officier dans un communiqué. Les localités de Boga et Tchabi sont situées à environ 120 km au sud de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où des rebelles ADF ont étendu leur présence. Une vingtaine de personnes de Boga ont effectivement été libérées après plusieurs jours de captivité, mais 16 autres personnes manquent toujours à l'appel, a déclaré à l'AFP Rubingo Kabimba, un chef de la localité. Fin mai, des autorités avaient accusé les rebelles ADF d'avoir tué au moins 50 civils dans les villages de Boga et Tchabi, où ils avaient également attaqué un camp de réfugiés. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC, d'où ils n'attaquent plus depuis longtemps l'Ouganda voisin.
Les ADF sont le plus meurtriers parmi la centaine de groupes armés actifs dans l'Est congolais. Ils sont accusés de massacres de civils, ayant fait au moins 6 000 morts depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF sont revendiquées par l'organisation djihadiste État islamique via ses canaux habituels sur les réseaux sociaux. L'État islamique désigne le groupe comme faisant partie de sa province d'Afrique centrale, ISCAP en anglais. L'Assemblée nationale de la Sierra Leone a voté l'abolition de la peine de mort. La peine capitale sera donc désormais remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Les détails dans ce reportage. Lors d'un vif débat vendredi entre les 146 membres de l'Assemblée nationale, le chef de la majorité parlementaire a appelé ses collègues à voter l'abolition de la peine de mort. Veuillez comprendre que nous faisons ce sacrifice pour nous conformer aux meilleures pratiques internationales pour le pays, a-t-il dit lors de la séance. Qualifier la peine dans l'article 2 et le second pour avoir un nouveau paragraphe 2A où, au fin de cette loi, la peine de prison à vie est définie comme étant une peine de prison d'au moins 30 ans. Tous ceux qui sont en faveur de la motion disent oui, tous ceux qui sont contre disent non. Les oui l'emportent. Ce vote intervient alors que la peine capitale est de plus en plus rare en Afrique. Le Malawi l'a ainsi aboli en avril et le Tchad l'année dernière. Le président Julius Maada Bio doit encore promulguer le texte. En mai, le vice-ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement allait abolir la peine de mort pour faire respecter les droits humains fondamentaux des Sierra-Léonais. La constitution sierra-léonaise de 1991 prévoit la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. Dans le pays, les dernières exécutions ont eu lieu en 1998, quand 24 officiers de l'armée ont été mis à mort après une tentative de coup d'État un an auparavant. Selon Amnesty International, fin 2020, on comptabilisait 144 pays abolitionnistes en droit ou de facto, c'est-à-dire n'ayant pas procédé à des exécutions au cours des 10 dernières années, soit près des 3/4 des États dans le monde. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.